L'aiguille glissait à travers le tissu en points réguliers. Et Elisabeth observait le mouvement de ses mains, avec le calme que seul un travail monotone peut procurer. Dans la petite pièce au-dessus du magasin de Harper, il faisait frais. Bien que le mois d'octobre à Cedar Falls se montrait habituellement clément, avec des journées douces. Elle était assise près de la fenêtre, là où la lumière était la meilleure, et raccommodait une énième chemise de la pile de linge que Madame Connor avait apportée la veille. Ellie aimait ces heures de silence, où personne ne frappait à la porte, où personne ne la regardait avec pitié ou réprobation, où elle pouvait simplement travailler et penser à ses propres affaires. Bien qu'il n'y eût pas grand-chose à quoi penser, sa vie était devenue aussi prévisible que ses points de couture. Lessive, raccommodage, repassage, une commande occasionnelle pour une robe simple, de l'argent pour la nourriture, pour le loyer de la chambre, pour le bois avant l'hiver. Aucun excès, aucun espoir d'un avenir meilleur. Cela faisait 1 an et demi qu'il en était ainsi, depuis son arrivée à Cedar Falls après la mort de Charles. Son défunt mari avait été un menteur charmant et un joueur invétéré, mort d'un coup de couteau dans le dos dans une taverne sordide, lui laissant des dettes et le cœur brisé. Ellie avait remboursé ses dettes jusqu'au dernier centime. Sa fierté l'empêchait de partir en laissant derrière elle des accusations injustes. Puis elle avait compris qu'elle n'avait nulle part où retourner. Ses parents étaient morts avant son mariage. Il ne lui restait plus de famille. Et la réputation d'épouse d'un joueur lui avait fermé toutes les portes des maisons respectables. C'est pourquoi Cedar Falls, petite ville nichée au pied des montagnes, où personne ne la connaissait et ne se souciait de son passé, était devenue son dernier refuge. Elle ne se plaignait pas. Elle avait des mains habiles et une tête remplie des connaissances acquises dans son enfance auprès de son père instituteur. C'était suffisant pour survivre. On frappa à la porte, ce qui la fit lever la tête. Ellie posa son ouvrage et ouvrit, s'attendant à voir Madame Connor, qui passait parfois vérifier l'avancement du linge. Mais sur le seuil se tenait un garçon d'environ 9 ans, aux cheveux bruns en désordre et aux grands yeux sérieux. Il tenait dans ses mains une chemise déchirée à l'épaule, comme s'il s'était accroché à quelque chose de pointu. « Bonjour, madame », dit-il doucement, et sa voix avait cette timidité particulière des enfants qui ont grandi sans mère. « Madame Connor a dit que vous saviez raccommoder. Pouvez-vous réparer ma chemise ?» Ellie sourit et s'écarta pour le laisser entrer. « Bien sûr que je peux. Entre. Comment t'appelles-tu ?»« Benny », répondit le garçon en inspectant la pièce. C'était modeste, un lit dans un coin, une table près de la fenêtre, une étagère avec quelques livres, des piles de linge soigneusement pliées sur des chaises, mais tout était propre et ordonné, et le garçon semblait l'avoir remarqué. « Benny, oui », répéta Ellie en prenant la chemise et en examinant la déchirure. « C'est une sacrée entaille. Comment as-tu fait ça ?» Le garçon rougit. « Je grimpais sur la clôture près du moulin. Je me suis accroché à un clou. Papa m'avait dit de faire attention, mais j'ai oublié. » Ellie hocha la tête en sortant du fil de la bonne couleur. « Ça arrive. Assise-toi là si tu veux attendre. Ça prendra une 20aine de minutes. » Benny s'assit sur le bord d'une chaise et la regarda travailler. Ellie sentait son regard sur elle, mais ne dit rien, le laissant simplement observer. Les enfants vinrent rarement la voir. D'habitude, c'était une ou leur mère, ou les gouvernantes qui apportaient leur linge. Et Ellie avait l'habitude de travailler seule. Mais la présence du garçon ne la dérangeait pas. Au contraire, il y avait quelque chose d'apaisant dans sa manière de s'asseoir tranquillement, sans s'agiter ni poser de questions stupides. « Vous cousez très bien, » dit-il enfin, alors qu'elle était à mi-chemin. « Ma mère basse aussi cousait bien. Elle me faisait mes chemises elle-même, et c'était les meilleures. » Ellie leva les yeux et vit la tristesse dans son regard. Elle connaissait cette tristesse. Elle l'avait vue assez souvent dans le miroir pour savoir à quoi elle ressemblait. « Ta mère est morte ?» demanda-t-elle doucement. Benny hocha la tête.
Ellie il y a 3 ans. J'avais 6 ans. Je me souviens d'elle, mais de moins en moins chaque jour. Parfois, j'essaie de me rappeler le son de sa voix, et je n'y arrive pas. C'est effrayant. Ellie posa son aiguille et se pencha en avant, regardant le garçon dans les yeux. Ce n'est pas effrayant, Benny. C'est normal. La mémoire est ainsi faite. Les détails s'effacent avec le temps. Mais l'essentiel demeure. Tu te souviens à quel point elle t'aimait. Tu te souviens de ce que tu ressentais à ses côtés. Benny réfléchit, puis acquiesça. Ouais, je me souviens que j'étais bien, que je me sentais en sécurité. C'est ça le plus important, dit Ellie. Ces sentiments ne disparaîtront jamais. Ils font partie de toi, de ce que tu es devenu grâce à elle. Le garçon la regarda comme si elle venait de dire quelque chose de très important, quelque chose qu'il avait besoin d'entendre depuis longtemps. Puis il sourit, timidement mais sincèrement. Vous avez dit, Méniqui, vous êtes gentille, comme ma mère était gentille. Ellie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle se remit à son ouvrage pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. « Merci, Benny. C'est un très joli compliment. » Ils restèrent en silencieux un moment, et Ellie termina le raccommodage. Quand elle tendit la chemise au garçon, il la prit mais ne se pressa pas de partir. « Je peux revenir ?» demanda-t-il. Juste comme ça, pour parler. Ellie sourit. « Bien sûr que tu peux, je serai ravi. » Benny sortit, mais se retourna sur le seuil. « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Elisabeth. »« Mais tu peux m'appeler Ellie, si tu veux. »« Ellie, » répéta-t-il comme pour goûter le nom. « C'est un joli nom. » Il partit, et Ellie retourna à son travail. Mais tout le reste de la journée, elle pensa au garçon, à sa mère qui lui manquait, à sa solitude qu'elle connaissait si bien, et au plaisir d'entendre une voix d'enfant dans cette pièce silencieuse. Benny revint 2 jours plus tard. Cette fois, il n'apportait pas une chemise, mais un livre. « Vous savez lire ?» demanda-t-il en lui tendant un volume usé. Ellie prit le livre et sourit en voyant le titre « L'île au trésor » de Stevenson. « Oui, je sais. Tu lis ça ?» Benny hocha la tête. « J'essaye, mais certains mots sont trop compliqués, et je n'ai personne pour me les expliquer. » Papa est toujours occupé à la scierie, et Madame Connor dit qu'elle n'a pas le temps pour les livres. Ellie s'assit sur une chaise et tapota celle d'à côté, invitant le garçon à la rejoindre. « D'accord. Voyons ce qui te pose problème. » Ils passèrent 1 heure à lire ensemble. Ellie expliquait les mots inconnus, l'aidait à comprendre les phrases de complexes, et Benny écoutait attentivement, mémorisant tout. Elle voyait que le garçon était intelligent. Il comprenait vite, posait les bonnes questions, et elle se réjouissait de pouvoir enseigner à nouveau, même s'il ne s'agissait que d'un seul élève. « Vous étiez institutrice ?» demanda Benny quand ils eurent fini le chapitre. « Non, » répondit Ellie. « Mais mon père l'était. Il m'a appris à aimer les livres et à apprendre. »« C'est dommage que vous ne soyez pas institutrice, » dit le garçon pensif. « À l'école, Mademoiselle Peterson est ennuyeuse. Elle nous fait juste recopier les manuels. » Ellie se mit à rire. « Peut-être que c'est difficile pour elle. Enseigner à beaucoup d'enfants en même temps n'est pas facile. » Benny haussa les épaules, mais il était évident qu'il n'était pas d'accord. Puis il regarda Ellie avec ce regard particulier qu'ont les enfants lorsqu'ils prennent une décision importante. « Pourquoi vivez-vous seul? Vous n'avez pas de famille. » Ellie hésita, choisissant ses mots. « J'en avais une, un mari, mais il est mort, et nous n'avions pas d'enfants. Vous vous sentez seul? » L'honnêteté du garçon était désarmante. Ellie aurait pu mentir, dire que tout allait bien, qu'elle était habituée. Mais quelque chose dans son regard la poussa à répondre sincèrement. « Oui, Benny, parfois je me sens seule. » Le garçon hocha la tête,
comme s'il comprenait plus qu'elle n'en avait dit. Moi aussi, je me sens seul. Papa travaille tout le temps. Il rentre tard, dîne en silence et va dans sa chambre. Parfois, j'ai l'impression qu'il a oublié que j'existe. Ellie tendit la main et prit sa petite paume dans la sienne. « Ça tu dit Mayiki. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Parfois, les adultes se sont tellement accablés par une perte qu'ils ne savent plus comment vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. » « Peut-être, » dit Benny, mais sa voix manquait de conviction. Après ce jour, le garçon commença à venir régulièrement, parfois avec des livres, parfois juste pour parler. Ellie attendait ces visites avec impatience. Elles apportaient quelque chose de vivant, de réel dans sa vie monotone. Elle s'attacha à Benny, même si elle savait que c'était dangereux. S'attacher à ce qui ne vous appartient pas, à ce qui peut vous être enlevé à tout un moment, c'est se condamner à la souffrance. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Un samedi, alors qu'Ellie étendait du linge fraîchement lavé dans la cour derrière le magasin, Benny s'approcha d'elle. Cette fois, il avait l'air agité. Ses joues étaient un rouge et ses yeux brillaient. « Ellie, il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-il essoufflé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon regarda autour de lui, s'assura qu'ils étaient seuls, et s'approcha. « J'ai beaucoup réfléchi, à toi, à moi, à papa, et j'ai compris que tu devrais être ma nouvelle maman. » Ellie se figea, une pince à linge lui échappant des doigts. « Benny, écoute !» poursuivit-il rapidement, sans la laisser l'interrompre. « Tu es gentille, tu es intelligente. Tu es seule, je suis seul et papa est seul. Nous pourrions être une famille. C'est la solution parfaite. » Ellie s'accroupit pour être à sa hauteur et lui prit les épaules. « Benny, écoute-moi attentivement. Ce que tu dis est impossible. Je ne peux pas devenir ta mère simplement parce que nous sommes tous les deux seuls. Ton père ne me connaît même pas. Et moi, je ne suis qu'une blanchisseuse qui vit dans une chambre au-dessus d'un magasin. Ton père est un homme respecté dans cette ville. Un monde nous sépare. » « Mais ça n'a pas d'importance, » insista Benny, avec dans les yeux cette certitude enfantine que l'amour peut tout surmonter. « Si vous vous rencontrez, il verra à quel point tu es une bonne personne. Il verra comme je suis bien avec toi. Et alors, Benny, non, » dit fermement Ellie. « J'apprécie ce que tu penses de moi. Vraiment ça, mais la vie n'est pas aussi simple que dans les livres. Ton père ne voudra pas s'associer à moi. Et je ne peux pas te donner de faux espoirs. » Le visage du garçon se crispa, et Ellie vit des larmes briller dans ses yeux. Mais pourquoi? Pourquoi tout doit toujours être si injuste? Ellie le serra contre elle et le prit dans ses bras, le sentant trembler de sanglots contenus. « Je ne sais pas, mon chéri, je ne sais pas. Mais parfois, nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. » Benny se dégagea et recula. « Non, je n'accepte pas. Je veux que tu rencontres papa. Je veux qu'il te voie. Et je vais faire en sorte que ça arrive. » Il tourna les talons et s'enfuit avant qu'Ellie ait pu dire quoi que ce soit. Elle resta debout dans la cour, une main pressée contre sa poitrine, où son cœur battait trop vite. Elle savait qu'elle aurait dû être plus stricte, lui expliquer que certains rêves ne se réalisent tout simplement pas. Mais les mots étaient restés coincés dans sa gorge, car une partie d'elle, cette partie solitaire et épuisée, voulait aussi croire que tout était possible. Le lendemain, un dimanche après-midi, alors qu'Ellie était assise près de la fenêtre à lire un vieux recueil de poèmes, on frappa de nouveau à la porte. Elle ouvrit, s'attendant à voir Benny venu s'excuser pour la veille. Mais sur le seuil, il n'y avait pas que le garçon. À côté de lui se tenait un homme de haute taille, aux larges épaules et au visage sévère. Il devait avoir 35 ans, peut-être un peu plus. Des cheveux sombres grisonnants aux tempes, des traits marqués, des yeux gris qui la regardaient avec une irritation à peine dissimulée. Il portait une chemise blanche propre et un gilet sombre.
la tenue d'un homme aisé habitué au respect. Voilà, dit Benny en regardant son père avec défi. C'est elle, c'est Ellie. Élisabeth sentit le sang quitter son visage. Elle regarda l'homme, puis le garçon, et comprit tout. Benny avait fait exactement ce qu'il avait promis. Il lui avait amené son père. L'homme retira son chapeau et hocha la tête, mais son regard n'exprimait ni chaleur ni amabilité. Adam Hollis, se présenta-t-il. Le père de ce garçon têtu. Je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Benny a insisté pour que je fasse votre connaissance. Bien que, j'avoue, je ne vois pas pourquoi. Son ton était froid, presque brutal, et Ellie sentit sa fierté s'enflammer. Il la regardait comme une mendiante importune, comme quelqu'un qui ne méritait pas son temps. « Elizabeth Gray !» dit-elle en se redressant et en relevant le menton. « Je ne comprends pas non plus pourquoi Benny vous a amené ici, monsieur Hollis. Je vous assure que je n'ai pas demandé à vous rencontrer et que je n'en ressens aucun besoin. » Adam plissa les yeux, comme s'il ne s'attendait pas à une telle réponse. Benny passait son regard de son père à Ellie, le désespoir peint sur son visage. « Papa, je te l'avais dit, » commença le garçon. « Ellie est gentille. Elle m'aide avec mes livres, elle me parle. Je pensais que si vous vous rencontriez, Benny, ça suffit. » Le coupa sèchement Adam. « Nous en discuterons à la maison. » Il regarda de nouveau Ellie, et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, non plus de l'irritation, mais plutôt de la confusion. « Vous êtes donc la blanchisseuse que mon fils vient voir depuis quelques semaines. »« Oui, » répondit Ellie en croisant les bras sur sa poitrine. « Je suis cette blanchisseuse. » Benny est venu me voir, et je ne l'ai pas chassé parce que j'ai vu que ce garçon avait besoin de parler à quelqu'un. Mais si cela vous dérange, je peux lui demander de ne plus venir. Adam la regarda longuement, d'un air scrutateur, et Ellie se força à ne pas détourner le regard. Elle n'avait rien fait de mal et n'allait pas laisser ce riche arrogant la faire se sentir coupable. « Non, » dit-il enfin, sa voix légèrement adoucie. « Ce n'est pas la peine. Si le garçon se sent bien avec vous, je ne m'y opposerai pas. Je voulais juste m'assurer que vous étiez une personne respectable. » Ellie sentit la colère monter en elle. « Respectable ? Vous êtes venu ici pour vérifier si j'étais digne de fréquenter votre fils. Monsieur Hollis, je suis peut-être pauvre, je vis peut-être dans une petite chambre au-dessus d'un magasin, et je gagne ma vie en lavant le linge des autres. Mais je n'ai jamais été indigne. J'ai reçu une éducation, je travaille. Honnêtement, je paye ma nourriture et mon toit. Et je n'ai pas besoin de l'approbation de gens comme vous. » Elle prononça ces derniers mots, mais avec une telle force qu'Adam recula d'un pas. Sur son visage passa une lueur de surprise, puis quelque chose qui ressemblait à du respect. « Je vous demande pardon, » dit-il. Et cette fois, il y avait de la sincérité dans sa voix. « Vous avez raison. J'ai été grossier. C'est juste que Benny n'a cessé de parler de vous comme si vous étiez quelqu'un de spécial. Et je voulais savoir qui vous étiez, avant qu'il ne s'attache trop. » Ellie sentit sa colère s'apaiser lentement, laissant place à la compréhension. Cet homme était un père qui avait peur. Peur que son fils s'attache à quelqu'un qui disparaîtrait ensuite de sa vie. Peur d'une nouvelle douleur. « Je comprends, » dit-elle plus doucement. « Benny est un bon garçon, intelligent, gentil. J'apprécie de passer du temps avec lui. Mais je n'essaie pas de prendre une place qui n'est pas la mienne. Je suis juste une amie, si vous le permettez. » Adam regarda son fils, puis de nouveau Ellie. Son regard trahissait une lutte intérieure, entre le désir de protéger le garçon et la conscience que Benny avait besoin de plus que ce qu'il pouvait lui offrir. « Très bien, » dit-il enfin. « Vous pouvez voir Benny, mais je veux savoir quand il est chez vous, et si quelque chose ne va pas, je vous le ferai savoir immédiatement, » termina Ellie. « Promis. » Adam hocha la tête, remit son chapeau et posa une main sur l'épaule de son fils. « Allons-y, Benny,
il est temps de rentrer. Le garçon regarda Élie, et il y avait tant d'espoir dans ses yeux que son cœur se serra. « Je reviens demain ?» demanda-t-il. Élie sourit. « Reviens, je t'attendrai. » Quand ils furent en partie, Élie ferma la porte et s'y adossa, sentant ses genoux trembler. Adam Hollis. Elle avait entendu ce nom. Tout le monde à Cedar Falls connaissait le propriétaire de la plus grande scierie de la région. On savait qu'il était riche, influent, et qu'il était devenu renfermé et froid depuis la mort de sa femme. Et maintenant, elle l'avait rencontré, et cette rencontre lui laissait une étrange impression. Il avait été grossier et arrogant. Mais dans ses yeux, quand il regardait son fils, il y avait une douleur qu'Élie reconnaissait. La douleur d'un homme qui avait trop perdu et qui avait peur de perdre encore. Et elle comprit que Béni avait raison sur un point. Son père était seul, tout aussi seul qu'elle. Adam n'arrivait pas à se sortir cette rencontre de la tête. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Béni l'avait traîné dans cette misérable petite chambre au-dessus du magasin de Hupper. Et il pensait encore à cette femme qu'il avait accueillie avec une telle dignité, comme si elle recevait des invités dans un manoir et non dans un réduit sordide avec une seule fenêtre. Il était assis dans son bureau à la scierie, triant des factures, mais les chiffres se brouillaient devant ses yeux. À leur place, il voyait son visage. Pas beau au sens classique du terme, pas la perfection de poupée de sa défunte Mary. Elizabeth Gray était différente. Elle avait des pommettes hautes et un menton volontaire qu'elle relevait lorsqu'elle était en colère. Des lèvres fines qui se pinçaient en une ligne obstinée quand elle lui disait ses 4 vérités. Et des yeux, gris-vert comme l'eau d'une rivière au petit matin, qui le regardaient sans crainte, sans flatterie, sans ce respect fin que les gens manifestaient habituellement aux propriétaires de la scierie. Elle était ça. Elle était mince, presque fragile en apparence, mais dans sa façon de se tenir droite, de croiser les bras sur sa poitrine pour se défendre de ses accusations, il y avait une force inflexible. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en un simple chignon sur sa nuque. Quelques mèches rebelles, s'échappant pour caresser son cou, un cou long et gracieux, qu'Adam avait remarqué malgré lui. Elle portait une simple robe grise, délavée par les lessives, aux poignets soigneusement reprisés. La robe d'une femme pauvre qui ne peut s'offrir du neuf mais veille à ce que l'ancien reste présentable. Ses mains. Adam se souvenait de ses mains, car lorsqu'elle parlait, elle gesticulait. Et il avait vu bouger ses doigts fins, des mains de travailleuse, aux ongles courts et au bout des doigts piqués par les aiguilles, mais élégantes malgré tout. Des mains qui savaient coudre, laver, travailler, mais qui conservaient une grâce féminine. Adam secoua la tête pour chasser ses pensées. À quoi pensait-il au juste? C'était une blanchisseuse. La veuve d'un joueur, si l'on en croyait les messes basses de Madame Connor lorsqu'il l'avait interrogée sur la femme que son fils fréquentait. Elle n'était personne, vivait dans la misère, gagnait une bouchée de pain. Un abîme les séparait, non seulement en termes d'argent, mais aussi de statut, de la façon dont la ville les percevait. Mais Béni ne voyait pas cet abîme. Béni ne voyait qu'une femme bienveillante qui lui parlait, l'écoutait, l'aidait avec ses livres. Et ces 3 derniers jours, le garçon avait été plus heureux qu'Adam ne l'avait vu depuis des mois. Adam se renversa sur le dossier de sa chaise et se frotta le visage. Il était fatigué. Fatigué du travail, de la solitude, de la monotonie des jours qui se ressemblaient. Fatigué de la maison vide où Madame Connor préparait le dîner, où Béni mangeait en silence, et où lui-même se retirait dans son bureau pour ne pas voir les regards accusateurs de son fils. Après la mort de Mary, il s'était refermé sur lui-même. La douleur était si intense qu'il ne pouvait la supporter, et le travail était devenu son seul refuge. Il travaillait 12 heures par jour, agrandissait la scierie, signait de nouveaux contrats, comptait son argent. L'argent ne partait pas, ne mourait pas, ne l'abandonnait pas. L'argent était fiable et béni.
Adam savait qu'il avait été un mauvais père ces 3 dernières années. Il savait qu'il s'était éloigné de son fils, parce qu'à chaque fois qu'il le regardait, il voyait Mary. Il voyait ses yeux, son sourire, entendait son rire. Et c'était insupportable. Mais maintenant, Benny avait trouvé quelqu'un qui comblait le vide que son père ne pouvait pas combler. Et Adam ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou en avoir peur. Le soir, quand Adam rentra chez lui, Benny était déjà assis à table, faisant ses devoirs. Le garçon leva la tête quand son père entra, et un sourire prudent apparut sur son visage. « Papa, Ellie a dit que l'île au trésor à Croix-Rousse a été écrite par un homme qui a lui-même voyagé sur les mers. C'est vrai ?» Adam accrocha son chapeau au porte-manteau et s'assit en face de son fils. « Je ne sais pas, Benny, peut-être. » Le garçon hocha la tête et retourna à ses cahiers. Mais Adam vit la déception dans ses yeux. Il voulait parler, partager ce qu'il avait appris. Mais son père, comme toujours, l'avait repoussé. Adam sentit une pointe de culpabilité. Quand était-il devenu ainsi? Quand avait-il cessé de s'intéresser à ce qui préoccupait son fils? « Benny, » dit-il, et le garçon releva à nouveau la tête. « Parle-moi de mademoiselle Gray. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Le visage de Benny s'illumina. « Je suis allé la voir pour faire réparer ma chemise, tu te souviens? Celle que j'ai déchirée sur la clôture. Et elle a été si gentille, papa. Elle m'a parlé comme à un adulte, pas comme à un petit enfant. Elle m'a posé des questions sur maman, et je lui ai raconté, et elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas être triste, ou que tout irait bien. Elle a juste compris. Et Adam écoutait, et quelque chose se serrait en lui à chaque mot de son fils. Benny avait besoin de ça, précisément. Quelqu'un qui comprenait, qui écoutait, qui n'essayait pas de guérir la blessure avec de vaines consolations. Et puis j'ai commencé à aller la voir tous les jours, continua Benny. On lisait ensemble. Elle m'expliquait les mots compliqués. Elle est très intelligente, papa. Son père était instituteur, et il lui a tout appris. Elle connaît l'histoire, la géographie, et même un peu de latin. Adam haussa les sourcils. Du latin? Benny hocha la tête. Oui. Elle a dit que son père pensait qu'un homme instruit devait connaître le latin, même si elle avoue avoir beaucoup oublié. Et Adam se renversa sur sa chaise, digérant l'information. Elizabeth Gray n'était donc pas une simple blanchisseuse. C'était une femme instruite que les circonstances avaient plongée dans la pauvreté. Cela changeait les choses. Pas beaucoup, mais cela les changeait. « Papa, » dit Benny prudemment, « ça ne te dérange pas que j'aille la voir ?» Adam regarda son fils, son espoir, sa peur d'être rejeté, et comprit qu'il ne pouvait pas lui enlever le peu de choses qui le rendaient heureux. « Non, Benny, ça ne me dérange pas. Mais je veux que tu te souviennes que mademoiselle Gray n'est pas ta mère. C'est ton amie. Il ne faut pas confondre les deux. » Le visage de Benny s'assombrit, mais il hocha la tête. « Je comprends. » Mais Adam voyait que le garçon n'avait pas abandonné ses espoirs. Et cela l'inquiétait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Une semaine passa, et Adam se surprit à penser à Elizabeth Gray plus souvent qu'il n'aurait dû. Il trouvait des prétextes pour passer devant le magasin de Harper, espérant l'apercevoir. Il interrogeait Benny sur ses visites et écoutait avec plus d'intérêt qu'il ne voulait le montrer. Il en apprit davantage sur elle à travers ses récits. Il apprit qu'elle aimait la poésie, en particulier Whitman, qu'elle savait cuisiner, même si elle n'avait pas d'argent pour de bons produits, qu'elle ne se plaignait jamais de sa vie, mais regardait parfois par la fenêtre, avec une expression si mélancolique que Benny avait envie de la prendre dans ses bras. Et à chaque récit, l'image d'Élisabeth devenait plus vivante, plus réelle dans l'esprit d'Adam. Il commença à la voir non plus comme la simple blanchisseuse que son fils allait voir, mais comme une femme. Une femme avec un passé, des rêves, une douleur qu'elle portait en elle. Le samedi matin, Adam prit une décision. Il demanda à Madame Connor de préparer un panier de provisions, pain, beurre, fromage, pommes, un pot de confiture, et se rendit avec au magasin de Harper. Benny voulait l'accompagner,
mais Adam lui dit qu'il souhaitait parler seul à mademoiselle Gray. Quand il monta l'escalier étroit jusqu'au deuxième étage et frappa à la porte, son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. « C'est stupide, se dit-il, c'est juste de la politesse, une façon de la remercier d'aider Benny. » Élisabeth ouvrit la porte, et Adam fut de nouveau frappé par son apparence. Cette fois, elle portait une robe bleu foncé, aussi simple et usée que la précédente. Mais la couleur mettait en valeur la nuance de ses yeux. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues douces sur ses épaules, et Adam pensa qu'elle paraissait ainsi plus jeune, presque comme une jeune fille. Bien que ses yeux trahissent une fatigue qui parlait des années vécues et des pertes subies. « Monsieur Hollis, dit-elle, surprise, est-ce que quelque chose est arrivé à Benny ?»« Non, tout va bien, répondit rapidement Adam. Je voulais juste vous apporter ceci. » Il lui tendit le panier, et Élisabeth le regarda, puis le regarda lui, avec incompréhension. Qu'est-ce que c'est ? De la nourriture. En remerciement pour le temps que vous consacrez à Benny. Je sais que vous ne lui faites rien payer, mais je ne peux pas vous laisser l'aider sans contrepartie. C'est le moins que je puisse faire. Élisabeth ne prit pas le panier. Au lieu de cela, elle croisa les bras sur sa poitrine. Et Adam reconnut ce geste, la posture défensive qu'elle adoptait lorsqu'elle sentait sa dignité menacée. « Monsieur Hollis, je ne demande pas d'argent à Benny parce qu'il est mon ami, pas parce que j'attends une compensation de votre part. Je n'ai pas besoin de votre charité. » Adam sentit l'irritation monter en lui. Pourquoi était-elle si têtue? Il essayait juste d'être généreux. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Vous ne voyez pas la différence? Si je la vois, répondit Élisabeth, sa voix se faisant plus froide. Mais le résultat est le même. Vous essayez de me payer pour quelque chose que je fais avec le cœur, et cela dévalorise tout. Adam se tenait là, tenant le panier, se sentant comme un idiot. Elle avait raison. Il essayait en effet de payer, parce qu'il ne savait pas comment exprimer sa gratitude autrement. L'argent et les cadeaux étaient le langage qu'il comprenait. Elle en parlait un autre. « Je vous demande pardon, » dit-il doucement en posant le panier. « Vous avez raison. Je n'y ai pas pensé. Je voulais juste faire quelque chose de bien. Benny est plus heureux qu'il ne l'a été depuis longtemps. Et c'est grâce à vous. » Élisabeth s'adoucit. Ses épaules se détendirent et elle soupira. « Je n'ai pas besoin de remerciements, monsieur Hollis. Benny est un garçon merveilleux. Intelligent, gentil, sensible. Passer du temps avec lui est une joie, pas un devoir. » Adam la regarda dans les yeux et y vit de la sincérité. Elle aimait vraiment son fils. Pas pour l'argent, pas par pitié, mais simplement parce que Benny était béni. « Sa mère lui manque, » dit Adam soudainement, sans comprendre lui-même pourquoi il le disait à voix haute. « Je le vois. Je vois à quel point l'attention et la tendresse d'une femme lui manquent. Madame Connor est une bonne femme, mais c'est une gouvernante, pas une mère. Et moi, je ne peux pas lui donner ce dont il a besoin. Je ne sais pas comment. » Élisabeth s'approcha, et Adam sentit une légère odeur de lavande, sans doute du savon qu'elle utilisait pour le linge. « Vous pouvez apprendre, » dit-elle doucement. « Benny a besoin d'un père. Un vrai père qui ne se contente pas de travailler et de ramener de l'argent, mais qui lui parle, l'écoute, lui montre qu'il est important. Je peux être son ami, mais je ne peux pas vous remplacer. » Adam détourna le regard. Ses paroles piquaient, car elles étaient vraies. Il savait qu'il avait été un mauvais père. Il savait qu'il s'était réfugié dans le travail, parce que c'était plus facile. Mais l'admettre à voix haute, devant cette femme qui le lisait à livre ouvert, était douloureux. « Je ne sais pas comment être un père sans Mary, » avoua-t-il d'une voix rauque. C'est elle qui savait quoi faire. Comment le calmer quand il avait peur? Comment expliquer les choses compliquées? Comment simplement être là? Et moi, j'étais toujours occupé par le travail. Et quand elle est morte,
J'ai réalisé que je ne connaissais pas mon fils. Pas du tout. Élisabeth resta silencieuse, et Adin sentit ses joues s'empourprer. Il en avait trop dit. Il s'était trop ouvert à une femme qu'il connaissait à peine. « Pardonnez-moi, marmonna-t-il. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ce n'est pas votre problème. » « Non, acquiesça Élisabeth. Ce n'est pas le mien. Mais j'écoute, si vous avez besoin que quelqu'un écoute. » Adam leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait pas de pitié, seulement de la compréhension. Et autre chose, quelque chose de chaleureux qui fit battre son cœur plus vite. « Gyaki, pourquoi êtes-vous si gentille ?» demanda-t-il. « Et après tout ce que je vous ai dit lors de notre première rencontre, après vous avoir parlé si durement. » Élisabeth eut un sourire triste et las. « Parce que je sais ce que c'est que d'être seule, de perdre celui qu'on aime et de ne pas savoir comment continuer à vivre. Je suis passée par là, et je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse cela seul, si je peux aider ne serait-ce qu'un peu. » Adam la regarda et ne vit pas une blanchisseuse, ni la veuve d'un joueur, mais simplement une femme. Une femme forte, bienveillante, belle à sa manière, qui avait surmonté la douleur sans s'endurcir, qui pouvait encore donner de la chaleur, même si elle avait froid elle-même. Et à cet instant, quelque chose changea en lui, quelque chose qu'il avait gardé enfermé ces 3 dernières années, commença à fondre. « Merci, dit-il doucement, pour ce que vous faites pour Benny, et pour m'avoir écouté. » Élisabeth hocha la tête. « De rien, monsieur Hollis. »« Adin, la corrigea-t-il. Vous pouvez m'appeler Adin. » Elle sourit, et cette fois, son sourire était plus chaleureux. « Adin, et vous pouvez m'appeler Élie. » Il hocha la tête, prit le panier et se tourna vers la porte. Mais il s'arrêta sur le seuil. « Élie, est-ce que vous voudriez dîner avec nous ?»« Dimanche. Je sais que Benny serait ravi. Et moi aussi je serais ravi. » Élisabeth se figea, et Adam vit la lutte sur son visage. Elle voulait accepter, il le voyait, mais quelque chose la retenait. « Adam, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gens chuchotent déjà parce que Benny vient me voir. S'il me voit chez vous, qu'il chuchote, hein ?» dit Adam fermement, surpris lui-même de sa propre détermination. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Vous avez aidé mon fils. Vous méritez de vous asseoir à ma table. » Élisabeth le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je viendrai. Merci pour l'invitation. » Et Adam sourit, pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire, et sortit. Sur le chemin du retour, il pensa à elle, à la façon dont elle se tenait sur le seuil, les cheveux détachés et la tête haute, à la façon dont elle défendait sa dignité, refusant la charité, à la façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand il avait avoué ses peurs. Élie n'était pas comme les autres femmes qu'il connaissait. Elle n'essayait pas de lui plaire, ne jouait pas de jeu, ne prétendait pas être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle était d'une honnêteté brutale, et cela l'effrayait et l'admirait à la fois. Quand il rentra chez lui et annonça à Benny qu'Élie viendrait dîner dimanche, le garçon poussa un cri de joie et serra son père si fort qu'Adam en eut le souffle coupé. « Merci, papa, merci. Tu ne le regretteras pas, promis. » Adam serra son fils en retour et pensa qu'il ne regrettait déjà rien. Pour la première fois en 3 ans, il ressentait autre chose que le vide et la douleur. Il ressentait de l'espoir, et cet espoir avait des yeux gris-vert et des mains piquées par les aiguilles. Élisabeth se tenait devant le seul miroir de sa chambre, essayant de décider quoi porter. Elle n'avait que 3 robes, la grise pour le travail, la bleue foncée qu'elle mettait pour aller à l'église, et une verte qu'elle s'était cousue 2 ans plus tôt avec un tissu acheté en solde. La verte était la plus jolie, bien qu'elle soit simple, sans fioritures ni dentelle. Elle choisit la verte, elle l'enfila, se coiffa et attacha ses cheveux en un chignon soigné, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle se regarda dans le miroir et vit ce qu'elle avait toujours vu,
une femme ordinaire qui paraissait plus âgée que ses 26 ans. La vie avec Charles, puis sa mort, puis 1 an et demi de lutte pour survivre, avait bien démarqué son visage. Il y avait de la fatigue dans ses yeux, et de fines rides s'étaient formées au coin de ses lèvres. Ellie soupira. C'était stupide de s'inquiéter de son apparence. Adamolis l'avait invitée par politesse, pour la remercier du temps qu'elle passait avec son fils. Pas parce qu'il voyait une femme en elle. Un abîme les séparait. Il était riche, respecté, propriétaire d'une entreprise florissante. Elle était pauvre, seule, et gagnait sa vie en lavant le linge des autres. On ne franchit pas de tels abîmes. Mais son cœur battait tout de même plus vite alors qu'elle descendait l'escalier et marchait le long de la rue principale vers la maison des Hollis. La maison se dressait à la périphérie de la ville, une grande demeure de 2 étages en pierre blanche, avec une large véranda et un jardin bien entretenu. Ellie l'avait déjà vue en passant, mais n'aurait jamais pensé y entrer un jour. Elle monta sur la véranda et frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, et Benny apparut sur le seuil. Le visage du garçon s'épanouit en un large sourire. « Ellie, tu es venue. J'avais si peur que tu changes d'avis. » Ellie sourit et lui caressa la tête. « J'ai promis que je viendrais, et je tiens toujours mes promesses. » Benny la prit par la main et la tira à l'intérieur. Ellie entra et se figea un instant, regardant autour d'elle. La maison était encore plus belle de l'intérieur. De hauts plafonds, un large escalier menant au 2e étage, des meubles coûteux en bois sombre. Tout était propre, bien rangé, mais d'une manière un peu froide, comme si c'était un musée, et non une maison habitée. Ellie fit la voix d'Adam, et elle se retourna. Il se tenait dans l'embrasure du salon, et Ellie fut de nouveau frappée par son allure imposante. Grand, les épaules larges, un visage sévère qui, cependant, s'adoucissait lorsqu'il la regardait. Aujourd'hui, il portait une chemise blanche et un pantalon sombre, les cheveux soigneusement peignés. Il avait l'air d'un homme et habitué au pouvoir et au respect. « Adam, » répondit-elle, « merci pour l'invitation. »« Merci d'être venu, » dit-il en s'approchant. « Benny n'a parlé que de vous toute la matinée. »« C'est vrai, » confirma Benny sans lâcher la main d'Ellie. « J'ai même aidé Madame Connor à mettre la table. D'habitude, je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. » Ellie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour ce garçon, elle comptait vraiment, et c'était à la fois joyeux et effrayant. « Passons à la salle à manger, » proposa Adam. Le dîner et sa tête presque prêts. Ils entrèrent dans une salle à manger spacieuse où la table était recouverte d'une nappe blanche et garnie de plats. Poulet rôti, pommes de terre, légumes, pain frais, tartes. Ellie n'avait pas vu autant de nourriture en une seule fois depuis des mois. Son estomac gargouilla traîtreusement et elle rougit. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Adam en tirant une chaise pour elle. Ellie s'assit, Benny s'installa à côté d'elle, et Adam prit place en bout de table. Une femme âgée en tablier sortit de la cuisine. Ce devait être Madame Connor. Elle regarda Ellie avec une curiosité à peine dissimulée et une légère désapprobation. « Madame Connor, voici Ellie, » présenta Adam. « Ellie, voici notre gouvernante, Madame Connor. »« Enchanté de faire votre connaissance, » dit poliment Ellie. Madame Connor hocha la tête, mais sans sourire. « De même, mademoiselle, pardon, quel est votre nom de famille ?»« Gray, Elizabeth Gray. » Ah, la blanchisseuse en question, prononça la gouvernante, comme si cela expliquait tout. Ellie sentit une pointe de vexation, mais ne dit rien. Adam, lui, fronça les sourcils. Madame Connor s'était déplacée. « Mademoiselle Gray est notre invitée, et j'attends de vous que vous la traitiez avec respect. » La gouvernante pinça les lèvres, hocha la tête et retourna dans la cuisine. Benny regarda Ellie avec inquiétude, mais elle lui sourit pour le rassurer. « Tout va bien, »
n'y fais pas attention. Adam commença à servir la nourriture dans les assiettes, et Élie remarqua qu'il lui en mettait plus qu'à lui-même. Comme s'il savait qu'elle avait faim, bien qu'elle s'efforçât de ne pas le montrer. Béni dit que vous ne lui apprenez pas seulement à lire, mais aussi à comprendre ce qu'il lit. Commença Adam alors qu'il mangeait. Est-ce que vrai? Élie hocha la tête. Oui, il ne suffit pas de lire les mots. Il faut comprendre ce que l'auteur a voulu dire, les sentiments qu'il a voulu susciter. Sinon, la lecture perd son sens. Adam la regarda avec intérêt. Votre père était instituteur, si j'ai bien compris. Oui, il enseignait dans une école de l'Est à Philadelphie. Il m'a appris tout ce qu'il pouvait. Il disait que l'éducation était la seule chose que personne ne peut vous enlever. Sage parole, approuva Adams. Et pourquoi n'êtes-vous pas devenue institutrice? Élie hésita un instant. C'était une question à laquelle elle n'aimait pas répondre, car la réponse ravivait de vieilles blessures. Je me suis mariée, dit-elle enfin. Mon mari était contre l'idée que je travaille. Il voulait que je reste à la maison. Et puis il est mort. Et il s'est avéré que je n'avais ni l'argent ni la réputation pour trouver un poste d'institutrice. Alors, je fais ce que je sais faire. Adam hocha la tête, et son regard était empreint de compréhension. Votre mari était un joueur, c'est ce qu'on dit en ville. Élie se redressa et sa voix devint plus froide. Oui, il l'était, je ne le cache pas. Charles aimait les cartes plus que moi. Il aimait le risque, le jeu. C'est ce qui l'a tué. Mais c'était mon mari, et je l'aimais, malgré tout. Pardonnez-moi, dit rapidement Adam. Je ne voulais pas vous offenser. J'essaie juste de comprendre qui vous êtes. Élie le regarda dans les yeux. Je suis quelqu'un qui survit, qui n'abandonne pas même quand tout est contre moi, qui travaille honnêtement et ne demande pas l'aumône. Est-ce suffisant? Adam sourit, un sourire lent et chaleureux qui transforma son visage sévère. Plus que suffisant. Béni, qui avait écouté leur conversation en silence, intervint. Papa, est-ce qu'Élie peut nous montrer ses poèmes? Elle écrit des poèmes, tu sais. Elle m'en a fait lire un et c'était très beau. Élie rougit. Béni, ce sont juste des bêtises, rien de sérieux. Non, ce ne sont pas des bêtises, protesta le garçon. Raconte à papa celui sur l'automne, sur les feuilles et le vent. Élie regarda Adam et vit un intérêt sincère dans ses yeux. S'il vous plaît, dit-il, ça m'intéresse vraiment. Élie soupira et commença doucement, presque en chuchotant. L'automne est venu en caravane dorée, semant ses feuilles au détour du chemin. Le vent les fait valser, folle tromperie, comme si quelqu'un les rappelait sans fin. Mais nul retour au vert mois de mai, et nul retour à la chaleur du printemps. Les feuilles s'envolent, et elles le savent bien. Tout ne revient jamais qu'en rêvant. Un silence s'installa sur la table. Adam la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Il y avait quelque chose dans son regard qui coupa le souffle à Élie. « C'est beau, dit-il enfin, et triste. Vous écrivez sur les pertes. »« J'écris sur ce que je connais, » répondit simplement Élie. « Sur ce que je ressens. » Adam hocha la tête, et Élie vit dans ses yeux la même douleur qu'elle portait en elle. La douleur d'une personne qui a perdu et ne peut retrouver ce qui a été perdu. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus légère. Béni racontait des histoires de l'école, et Élie riaquait de ses observations. Adam écoutait, ajoutant parfois un commentaire, et Élie remarqua qu'il regardait son fils avec une attention nouvelle, comme s'il commençait vraiment à le voir. Quand ils eurent fini, Béni demanda la permission de montrer sa chambre à Élie, et Adam acquiesça. Le garçon l'entraîna à l'étage, et Élie se retrouva dans une chambre d'enfant spacieuse, avec un grand lit, des étagères de livres et de jouets, et une fenêtre donnant sur le jardin. « C'est si joli ici, » dit-elle sincèrement. « Tu as de la chance, Béni. » Le garçon haussa les épaules. « Je ne sais pas. Parfois je trouve que cette maison est trop grande, trop vide.
Depuis que maman était morte, c'est devenu silencieux. Si silencieux que ça fait peur parfois. Ellie s'assit sur le bord du lit et le serra contre elle. « Et de quoi as-tu peur ?» Benny resta silencieux un moment, puis dit doucement « J'ai peur que papa ne redevienne jamais comme avant, qu'il soit toujours triste et distant. J'ai peur de rester seul. » Ellie sentit son cœur se serrer de douleur pour cet enfant. « Tu n'es pas seul, Benny. Ton père t'aime. Il ne sait juste pas comment le montrer, mais il apprend. Je l'ai vu aujourd'hui au dîner. Il t'écoutait vraiment, il te regardait. C'est déjà quelque chose. » « C'est grâce à toi, » dit Benny avec espoir. « Tu le changes. Il est devenu plus gentil depuis que tu es là. » Ellie secoua la tête. « Non, mon chéri, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à toi. Il a commencé à voir à quel point tu as besoin de lui. Et c'est ça qui le change. » Ils parlèrent encore un peu, puis descendirent. Adam les attendait dans le salon, et quand Ellie dit qu'il était temps pour elle de partir, il se leva. « Je vous raccompagne. »« Ce n'est pas la peine, » commença Ellie, mais il l'interrompit. « J'y tiens, s'il vous plaît. » Ils sortirent et Benny leur fit un signe de la main depuis la fenêtre, et ils marchèrent lentement en direction de la maison. Le soir tombait, l'air se rafraîchissait, et Ellie frissonna. Adam le remarqua, retira sa veste et la posa sur ses épaules. « Vous avez froid. »« Oui, merci. » murmura Ellie, s'enveloppant dans le tissu chaud qui sentait son odeur. Du cèdre et quelque chose d'autre, d'âpre et de masculin. Ils marchèrent en silence, et Ellie sentait sa présence à ses côtés, forte et rassurante. Elle avait envie de s'appuyer contre lui, de poser sa tête sur son épaule, de se sentir protégée. Mais elle n'osait pas. « Ellie, » dit Adam, alors qu'ils approchèrent du magasin de Harper. « Merci pour aujourd'hui, d'être venu, d'avoir parlé avec Benny, d'avoir été vous-même. » Ellie le regarda et vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement de la gratitude, quelque chose de plus. « J'ai passé un agréable moment, » répondit-elle honnêtement. C'était agréable de faire partie d'une famille, ne serait-ce que pour une soirée. Adam s'approcha, et Ellie sentit son cœur s'accélérer. « Et si ce n'était pas qu'une seule soirée? Et si je vous demandais de venir plus souvent? Dîner avec nous le dimanche, passer du temps avec Benny, avec moi. » Ellie se figea. C'était dangereux, trop dangereux. Elle s'était déjà attachée à Benny. Si elle se permettait de s'attacher à Adam aussi, si elle se permettait de croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus entre eux. Adam, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gens parlent déjà. Si je commence à venir régulièrement, ils parleront encore plus. Qu'ils parlent, répéta Adam, comme il l'avait dit plus tôt. Ça m'est égal, seul compte ce que je ressens. Et Benny, et que, je l'espère, vous. Ellie le regarda. La peur et l'espoir se livrent en bataille dans sa poitrine. « Et que ressentez-vous » demanda-t-elle doucement. Adam hésita, comme s'il cherchait ses mots. « Je ressens que pour la première fois en 3 ans, je veux plus que simplement travailler et survivre. Je veux être à nouveau vivant. Et quand je suis avec vous, je me sens vivant. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et significatifs. Ellie savait qu'elle devait reculer, dire que c'était impossible. Mais au lieu de cela, elle hocha la tête. « D'accord, je viendrai. Le dimanche. » Adam sourit, et ce sourire illumina tout son visage. « Merci. » Ellie lui rendit sa veste et monta l'escalier vers sa chambre. Une fois la porte fermée, elle s'y adossa et ferma les yeux. Qu'avait-elle fait? Elle s'était permis d'espérer. Elle s'était permis de ressentir. Et elle s'était pourtant promis de ne plus jamais le faire. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve. Ellie venait chez les Hollis tous les dimanches, et à chaque fois, le lien entre eux se renforçait. Elle voyait Adam changer, devenir plus doux, plus ouvert, passer plus de temps avec son fils.
Elle voyait Benny s'épanouir, devenir plus heureux, plus confiant. Et elle sentait quelque chose grandir entre elle et Ada. Il n'en parlait pas à voix haute, mais c'était dans chaque regard, chaque contact fortuit, chaque mot. Il la raccompagnait chez elle après chaque dîner, et ses promenades devenaient de plus en plus longues, car aucun d'eux ne voulait qu'elle se termine. Mais la ville remarquait. Bien sûr qu'elle remarquait. Ellie entendait les chuchotements quand elle marchait dans la rue. Elle voyait les regards réprobateurs des femmes à l'église. Un jour, Madame Peterson, l'institutrice, l'arrêta et lui dit « Mademoiselle Gray, j'espère que vous comprenez ce que vous faites. Adam Hollis est un homme respecté. Il n'a pas besoin de ragots ni de scandales. » Ellie se redressa et regarda la femme droit dans les yeux. « Je ne crée ni ragots ni scandale, Madame Peterson. J'aide un garçon qui a besoin d'une amie. Si cela vous semble répréhensible, le problème vient de vous, pas de moi. » Elle partit, laissant l'institutrice bouche bée. Mais à l'intérieur, l'anxiété la rongeait. Combien de temps avant que la pression sociale ne devienne trop forte? Avant qu'Adam ne réalise que sa relation avec elle nuisait à sa réputation. Un jeudi, alors qu'elle lavait du linge dans la cour, Adam s'approcha d'elle. C'était inhabituel. Ils ne se voyaient généralement que le dimanche. « Ellie, dit-il, la voix empreinte d'inquiétude. Il faut que je vous parle. » Le cœur d'Ellie rata un battement. Ça y est. Il venait lui dire qu'ils ne pouvaient plus se voir, que les ragots étaient devenus trop insistants. « Bien sûr, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. De quoi s'agit-il? Adam regarda autour de lui, s'assura que personne ne les entendait et s'approcha. Demain, un de mes partenaires commerciaux de San Francisco arrive en ville. J'organise un dîner en son honneur, j'invite quelques personnes importantes de la ville, et je veux que vous soyez là. Ellie le dévisagea. Quoi? Adam, c'est de la folie. Je ne peux pas assister à un tel dîner. Je n'y ai pas ma place. Je n'ai même pas de robe convenable. Alors nous vous achèterons une robe, dit Adam fermement. Ellie, j'en ai assez de me cacher. Assez de prétendre qu'il n'y a rien entre nous. Je veux que les gens vous voient à mes côtés. Je veux qu'ils sachent que vous êtes importante pour moi. Ellie sentit une boule se former dans sa gorge. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Cela va ruiner votre réputation. Les gens vont vous juger. Dananangi. Adam prit ses mains dans les siennes, des mains rudes et fortes qui, pourtant, la tenaient avec une infinie douceur. Parce que vous en valez la peine, parce que je ne veux plus vivre dans la peur de ce que diront les autres. J'ai vécu 3 ans dans le vide, Ellie, et vous m'avez sorti de ce vide. Vous m'avez montré que la vie pouvait être plus que le travail et les obligations. Et je ne veux pas perdre ça. Ellie le regarda, et des larmes lui montèrent aux yeux. Adam, j'ai peur. Peur de vous décevoir, de ne pas être celle que vous voulez voir à vos côtés. Adam l'attira plus près, et Ellie sentit la chaleur de son corps. Vous êtes déjà celle que je veux voir, exactement telle que vous êtes. Dites que vous viendrez, s'il vous plaît. Ellie ferma les yeux, et une larme roula sur sa joue. D'accord, je viendrai. Adam la serra dans ses bras, pour la première fois, un vrai câlin, et Ellie se blottit contre lui, sentant ses peurs suaiser lentement. C'était peut-être de la folie. Peut-être que cela se terminerait par de la douleur. Mais à cet instant, dans ses bras, elle se sentait chez elle. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, Adam vint chercher Ellie en calèche. Elle attendait près du magasin, tripotant nerveusement le bord de son châle, et quand il s'arrêta, il lui tendit la main pour l'aider à monter. « Où allons-nous » demanda Ellie en s'installant sur le siège. « Chez Madame Davenport,
C'est la meilleure couturière de Cedar Falls. Si quelqu'un peut vous faire une robe en une journée, c'est bien elle. Ellie sentit une vague de panique. Madame, c'est trop cher. Je ne peux pas vous permettre de... Vous ne me le permettez pas, l'interrompit-il doucement. C'est moi qui vous demande de me rendre un service, de venir au dîner, de me soutenir. Et la robe, c'est ma façon de vous remercier. S'il vous plaît, ne discutez pas. Ellie voulut protester, mais quelque chose dans son regard l'arrêta. C'était important pour lui. Pas seulement un dîner, pas seulement une robe. C'était une façon de montrer à tous qu'elle comptait plus pour lui que la blanchisseuse que son fils allait voir. La boutique de Madame Davenport se trouvait au centre-ville, dans un bel immeuble avec de grandes vitrines où étaient exposés des mannequins vêtus de robes si somptueuses. Ellie n'y était jamais entrée. Ce n'était pas un endroit pour les gens comme elle. Quand ils entrèrent, Madame Davenport, une femme élégante d'une 50aine d'années au regard perçant, leva la tête de son ouvrage. En voyant la dame, elle sourit. Mais lorsque son regard tomba sur Ellie, son sourire devint forcé. « Monsieur Hollis, quelle agréable surprise. Que puis-je pour vous ?»« Madame Davenport, il me faut une robe pour cette dame. Une robe de soirée, élégante, pour demain soir. » La couturière toisa Ellie d'un regard évaluateur, et celle-ci se sentit comme à une vente aux enchères. « Pour demain soir. C'est un délai très court, monsieur Hollis, et les matériaux pour une bonne robe ne sont pas bon marché. L'argent n'est pas un problème, coupa Adam. Je paierai le double du prix s'il le faut. Faites simplement la plus belle robe que vous puissiez faire. Madame Davenport hocha la tête, bien que la curiosité et une légère désapprobation se lisaient encore dans ses yeux. Très bien, jeune dame, suivez-moi. Je dois prendre vos mesures. Ellie suivit la couturière dans l'arrière-boutique, où celle-ci lui demanda de se déshabiller jusqu'à ses sous-vêtements et de monter sur une petite estrade. Tandis que Madame Davenport l'enveloppait de son maître ruban et notait des chiffres, elle parlait. « Vous êtes la blanchisseuse, n'est-ce pas? Elizabeth Gray ?»« Oui, » répondit Ellie, s'efforçant de garder une voix égale. « Et Monsieur Hollis vous achète une robe pour son dîner. Intéressant. » Ellie sentit ses joues s'enflammer, mais ne dit rien. Elle n'allait pas se justifier devant cette femme. « Vous savez, » continua Madame Davenport en mesurant sa taille, « après la mort de sa femme, beaucoup de dames en ville espéraient, enfin, vous comprenez. Adam Hollis est un parti enviable, riche, beau, avec une position sociale, mais il ne laissait personne s'approcher. Et maintenant, soudain, vous. » Elle prononça ce dernier mot avec une telle nuance qu'Ellie serra les poings. « Madame Davenport, si vous avez quelque chose à me dire directement, dites-le hier. Je n'aime pas les sous-entendus. » La couturière s'arrêta et la regarda attentivement. « Très bien, je vais être direct. Adam Hollis est un homme bon. Après la perte de sa femme, il s'est renfermé, est devenu froid, a travaillé jusqu'à l'épuisement. Mais ces dernières semaines, je vois des changements. Il sourit, parle aux gens, passe plus de temps avec son fils, et tout le monde dit que c'est grâce à vous. Alors, quelles que soient vos intentions, vous faites quelque chose de bien. Seulement, ne lui faites pas de mal. Il a déjà assez souffert. » Ellie regarda la couturière et vit dans ses yeux, non pas de la condamnation, mais de l'inquiétude. Cette femme se souciait vraiment d'Adam. « Je n'ai pas l'intention de lui faire de mal, » dit doucement Ellie. « C'est la dernière chose que je souhaite. » Madame Davenport hocha la tête et continua son travail. Une fois les mesures prises, elle conduisit Ellie vers les étagères de tissus. « Vous avez une belle couleur de cheveux, châtain avec des reflets roux, et des yeux inhabituels, gris-vert. Je pense qu'un vert émeraude profond serait parfait. Il mettra en valeur vos yeux et donnera de l'éclat à votre peau. » Elle sortit un rouleau de somptueux tissu vert émeraude, et Ellie eut le souffle coupé. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. « C'est trop cher.
Monsieur Hollis a dit que l'argent n'était pas un problème, lui rappela la couturière. Faites-moi confiance. Je vais vous faire une robe dans laquelle vous éclipserez toutes les dames de ce dîner. Le lendemain, Ellie passa la journée dans une attente nerveuse. Elle ne pouvait ni travailler ni se concentrer. Benny vint la voir après l'école, tout excité. « Et papa a dit que tu venais ce soir. Tu seras assise à côté de nous à table, comme si tu faisais partie de la famille. » Ellie serra le garçon dans ses bras, mais à l'intérieur, tout se contractait d'anxiété. Et si elle se couvrait de ridicule? Si elle disait ou faisait quelque chose de déplacé? Ces gens n'étaient pas de son monde. Ils étaient habitués au luxe, à certaines manières, à des conversations sur des sujets dont elle ignorait tout. À 4 heures, une calèche conduite par Madame Davenport arriva pour elle. La couturière apporta la robe et insista pour aider Ellie à s'habiller et à se coiffer. Quand Ellie vit la robe, elle en eut le souffle coupé. Elle était encore plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. Le tissu vert émeraude chatoyait à la lumière de la lampe. Le corsage était élégamment ajusté avec un léger décolleté. Les manches étaient courtes. La jupe ample mais sans excès. Élégante, mais pas ostentatoire. Parfaite. Madame Davenport l'aida à enfiler la robe, lassa le corset, puis s'occupa de ses cheveux. Elle les rassembla en un chignon haut, laissant quelques boucles encadrer son visage. Quand elle eut terminé, la couturière recula et sourit. « Regardez-vous. » Ellie se tourna vers le miroir et se figea. La femme qui la regardait était une inconnue. La robe l'avait transformée, lui donnant confiance et élégance. La coiffure dégageait son cou, mettait en valeur ses pommettes. Elle était belle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait belle. « Vous êtes magnifique, » dit Madame Davenport. « Allez leur montrer à tous qu'une blanchisseuse peut être une reine. » Quand la calèche s'arrêta devant la maison des Hollis, Ellie vit que plusieurs attelages étaient déjà garés devant l'entrée. Les invités commençaient à arriver. Son cœur battait si fort qu'elle craignit de s'évanouir. La porte s'ouvrit et Adam apparut sur le seuil. Il portait un costume noir, une chemise blanche avec une cravate, les cheveux soigneusement peignés en arrière. Il avait l'air imposant et en même temps incroyablement séduisant. Quand son regard tomba sur Ellie, il se figea. Elle vit ses yeux la parcourir lentement, de sa coiffure à son visage, son cou, son décolleté, sa taille cintrée par la robe. Elle vit sa respiration s'accélérer, ses poings se serrer. Et dans son regard, il y avait quelque chose qui lui donna la chair de poule. Il descendit les marches et lui tendit la main pour l'aider à descendre de la calèche. Quand ses doigts se refermèrent sur sa main, Ellie sentit une chaleur parcourir son corps. « Ellie, » dit-il d'une voix rauque, plus basse que d'habitude, « vous êtes... je ne trouve pas les mots. Vous êtes magnifique. » Ellie rougit. « C'est la robe. Madame Davenport a fait des merveilles. »« Non, » dit Adam sans la quitter des yeux. « C'est vous. La robe ne fait que souligner ce qui est déjà là. » Il continuait de tenir sa main, et Ellie sentit son pouce caresser lentement son poignet. C'était un simple geste, mais il fit se contracter et s'enflammer quelque chose en elle. Elle voulait se blottir contre lui, sentir ses mains sur sa taille, sa roseille, ses lèvres sur les siennes. « Adam, » murmura-t-elle, « les invités attendent. » Il cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe et hocha la tête. « Oui, bien sûr, allons-y. » Il la conduisit à l'intérieur, et elle y vit que le salon était plein de monde. Des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes somptueuses, tous avec des verres de vin à la main. Quand Adam et elle entrèrent, les conversations s'apaisèrent, et tous les regards se tournèrent vers eux. Ellie sentit la panique l'envahir. Mais Adam serra plus fort sa main. « Messieurs, mesdames, » dit-il d'une voix forte et assurée. « Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Elizabeth Gray.
Elle sera mon invitée ce soir. » Le silence était assourdissant. Ellie voyait aux façons voici. Les femmes échangeaient des regards. Les hommes fronçaient les sourcils. Elle voyait l'étonnement non dissimulé et la condamnation à peine voilée. Mais un homme d'une quarantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au visage bienveillant, s'avança. Ce devait être le partenaire commercial d'Adams, venu de San Francisco. « Mademoiselle Gray, » dit-il en lui tendant la main, « ravi de faire votre connaissance. William Stanford. Adam m'a beaucoup parlé de vous dans ses lettres. » Ellie lui serra la main, jetant un regard surpris à Adam. Il écrivait à son sujet « Enchanté, monsieur Stanford. Adam écrivait que vous étiez une dame instruite à l'esprit vif. J'espère que nous pourrons discuter pendant le dîner. Il m'est toujours agréable de rencontrer des personnes capables de soutenir une conversation intéressante. » Son attitude chaleureuse détendit un peu l'atmosphère. D'autres invités commencèrent à s'approcher, à se présenter, bien qu'Ellie sentît encore une certaine froideur de la part de quelques dames. Quand on les appela à table, Adam plaça Ellie à sa droite. C'était la place d'honneur, habituellement réservée à l'épouse ou à l'invitée la plus importante. Ce geste ne passa pas inaperçu, et Ellie entendit des chuchotements dans son dos. Le dîner commença, et Ellie s'efforça d'être aussi discrète que possible. Elle observait les couverts que les autres utilisaient, la façon dont ils tenaient leur verre, comment ils menaient la conversation. Grâce à son père, elle connaissait l'étiquette, mais elle ne l'avait pas pratiquée depuis si longtemps qu'elle avait peur de faire une erreur. Mademoiselle Gray lui adressa l'une des dames, Madame Higgins, l'épouse du banquier. Adam dit que vous aidez son fils dans son éducation. Êtes-vous institutrice? La question semblait innocente, mais Ellie sentait un piège. Non, Madame Higgins. Je ne suis pas institutrice de profession. J'aide simplement Benny à comprendre ce qu'il lit. Et que faites-vous donc? Professionnellement, je veux dire. Un silence s'installa sur la table. Tout le monde attendait la réponse. Ellie aurait pu mentir, esquiver la question. Mais elle ne le ferait pas. Elle n'avait pas honte de son travail. Je suis blanchisseuse, Madame Higgins. Je lave et raccommode le linge. Je couds des robes simples. Je gagne ma vie honnêtement. La femme haussa les sourcils et une expression de supériorité apparut sur son visage. Comme c'est intéressant, et M. Hollis vous a invité à ce dîner. Quelle générosité de sa part. Ellie sentit la colère monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Adam prit la parole. Sa voix était froide comme la glace. « Madame Higgins, je n'ai pas invité Mademoiselle Gray par générosité. Je l'ai invitée parce qu'elle est intelligente, instruite, et possède plus de dignité que beaucoup de soi-disant dames de cette ville. Elle travaille honnêtement, ne demande pas l'aumône et ne juge pas les autres à l'épaisseur de leur portefeuille. Ce sont des qualités que j'estime par-dessus tout. » Madame Higgins rougit et se détourna. Monsieur Stanford sourit et leva son verre. « Bien dit, Adam, aux gens honnêtes qui se font de plus en plus rares dans notre monde. » Les autres invités levèrent leurs verres à contre-cœur, et la conversation dériva sur d'autres sujets. Ellie sentit le regard d'Adam sur elle et se tourna vers lui. Il y avait dans ses yeux une telle fierté, une telle tendresse, qu'elle en eut le souffle coupé. Sous la table, sa main trouva la sienne et la serra. Ellie entrelaça ses doigts avec les siens et les tint fermement. Dans ce simple geste, il y avait plus d'intimité que dans tous les mots. Après le dîner, les invités passèrent au salon. Les hommes parlaient d'affaires et de politique, les femmes discutaient de mode et de ragots. Ellie se tenait près de la fenêtre, observant la scène, quand M. Stanford s'approcha d'elle. « Mademoiselle Gray, puis-je vous parler franchement? »« Bien sûr. Adam est mon ami depuis de nombreuses années. J'ai connu sa femme, Mary. Je l'ai vu souffrir après sa mort. Je l'ai vu se renfermer, devenir froid et distant. Mais ces derniers mois, depuis qu'il a commencé à écrire à votre sujet,
Je vois des changements. Il est de nouveau vivant, de nouveau capable de ressentir. Et c'était grâce à vous. » Élie secoua la tête. « Ce n'est pas mon mérite. Adam a décidé de changer lui-même. Il a décidé d'être un meilleur père pour Benny. Peut-être, convint Stanford. Mais vous lui avez donné une raison. Vous lui avez donné de l'espoir. Je vois comment il vous regarde. Je l'ai vu pendant le dîner. Cet homme est amoureux de vous, mademoiselle Gray. Le comprenez-vous » Élie sentit son cœur s'arrêter. Je ne sais pas. Vous le savez, l'interrompit doucement Stanford. Et vous ressentez la même chose. Cela se voit dans chacun de vos regards, chacun de vos gestes. La question est, que ferez-vous de ces sentiments? Élie regarda Adam de l'autre côté de la pièce. Il se tenait au milieu d'un groupe d'hommes, mais son regard était fixé sur elle. Quand leurs yeux se croisèrent, une vague de chaleur parcourut son corps. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « J'ai peur. Il y a un tel abîme entre nous. Il est riche, respecté. Je ne suis personne. » « Vous vous trompez, » dit Stanford. « Vous êtes celle qui a ramené un homme bon à la vie, qui aime son fils comme le sien, qui le regarde non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'elle voit qui il est vraiment. Cela ne fait pas de vous personne, mademoiselle Gray. Cela fait de vous une personne inestimable. » Il s'inclina et s'éloigna, laissant Élie seule avec ses pensées. Les invités commencèrent à partir vers 10 heures. Adam raccompagnait chacun d'eux, les remerciant de leur visite. Mais Élie voyait qu'il était impatient, qu'il voulait qu'ils partent au plus vite. Quand la porte se referma sur le dernier invité, Adam se tourna vers Élie. Ils étaient seuls dans le grand salon, éclairés uniquement par la lueur des bougies. « Yeton, Fikiki, Élie, » dit-il en s'approchant d'elle. « Merci d'être venu, d'avoir supporté tous ces regards et ces chuchotements, d'avoir été là. »« Vous n'avez pas à me remercier, » répondit-elle doucement. « Je voulais être ici. » Adam s'arrêta à quelques centimètres d'elle, et Élie sentit la chaleur émaner de son corps. Elle sentit son odeur, cèdre et quelque chose d'âpre. Elle sentit sa propre respiration s'accélérer. « Élie, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps, mais j'avais peur. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Quoi ?» Adam leva la main et toucha doucement sa joue. Ses doigts étaient chauds, légèrement rugueux à cause du travail, et ce contact lui donna des frissons. « Je suis amoureux de vous, profondément, désespérément amoureux. Je me réveille en pensant à vous. Je m'endors avec votre nom sur les lèvres. Vous avez changé ma vie, Élie. Vous m'avez changé. Et je ne peux plus prétendre que ce n'est que de l'amitié ou de la gratitude. C'est de l'amour, un amour vrai, dévorant. » Élie ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Elle avait attendu ces mots si longtemps et avait eu si peur de les entendre. « Adam, je vous aime aussi. Je vous aime si fort que parfois, je n'arrive plus à respirer. Mais j'ai peur. Peur de ne pas être digne de vous. Peur de ruiner votre vie. » Adam essuya ses larmes avec ses pouces et se pencha plus près. « Vous ne la ruinerez pas, vous la sauvez. Chaque jour, avec chaque sourire, chaque mot. Élie, soyez avec moi. » Pas comme l'ami de Benny, pas comme une invitée dans ma maison. Soyez avec moi comme la femme que j'aime, qui m'aime en retour. Élie ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait une telle honnêteté, une telle franchise dans son regard, que toutes ses peurs s'évanouirent. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je serai avec vous. » Adam l'attira contre lui et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser timide d'une première fois, mais un baiser empli de tous les sentiments qu'ils avaient retenus si longtemps. Ses lèvres étaient à la fois exigeantes et tendres. Ses mains glissaient sur son dos, la rapprochant. Élie passa ses bras autour de son cou et répondit avec la même passion.
Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Adam pressa son front contre le sien. « Épouse-moi, Élie, deviens ma femme, la mère de Béni. Sois avec moi jusqu'à la fin de nos jours. » Élie sourit à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent douce, de nouveau, et dans ces baisers se trouvait la promesse de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. La nouvelle des fiançailles d'Adam Hollis et d'Elizabeth Gray se répandit dans Cedar Falls plus vite qu'un feu de prairie. Le lendemain matin, toute la ville était en ébullition. Un des invités du dîner de la veille n'avait pas pu tenir sa langue et la rumeur avait ensuite enflé comme une boule de neige, s'enrichissant de détails. Ellie fut réveillée par des coups à sa porte. Quand elle ouvrit, Madame Davenport se tenait sur le seuil, l'air préoccupé. « Mademoiselle Gray, je dois vous avertir. En ville, ça parle. Beaucoup, et pas toujours en bien. Soyez prête. La journée ne sera pas facile. » Ellie hocha la tête, remerciant la couturière pour son attention. Elle s'y attendait. Elle savait que la ville n'accepterait pas facilement leur union. Adam Hollis et Pitty, une blanchisseuse, c'était contre toutes les règles, contre toutes les attentes. Mais quand elle descendit dans la rue pour acheter du pain à la boulangerie, la réalité se révéla pire que ce qu'elle avait imaginé. Les femmes qui se tenaient devant l'entrée se turent à son arrivée et se détournèrent. À l'intérieur, Madame Parker, la propriétaire, l'accueillit d'un regard glacial. « Mademoiselle Gray, que puis-je pour vous? Je voudrais du pain de blé ordinaire. » Madame Parker enveloppa silencieusement une miche et la posa sur le comptoir. Quand Ellie tendit l'argent, la femme le prit sans toucher sa main, comme si elle craignait d'être contaminée. « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» demanda-t-elle à voix basse, mais avec un tel venin qu'Ellie tressaillit. « Adam Hollis est un homme respecté. Et vous n'êtes rien, une blanchisseuse, la veuve d'un joueur. Vous allez déshonorer son nom. » Ellie se redressa et regarda la femme droit dans les yeux. « Et c'est Adam qui m'a choisi. Il sait qui je suis. Et si cela lui convient, l'opinion des autres n'a aucune importance. » Elle prit son pain et sortit, mais à l'intérieur, tout tremblait. Les mots de Madame Parker l'avaient blessée, car ils contenaient une part de vérité. Elle n'était vraiment personne. Que pouvait-elle donner à Adam à part son amour? Il méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un qui corresponde à son statut. Quand elle retourna dans sa chambre, Adam l'attendait déjà. Il était assis sur l'unique chaise, le visage sombre. « Ellie, il faut qu'on parle. » Son cœur se serra. Ça y est, il avait changé d'avis. Il avait compris qu'il avait fait une erreur. « Je sais, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix égale. « Tu veux me dire que c'était une erreur? Que nous ne pouvons pas... » « Quoi? Non !» Adam se leva d'un bond et s'approcha d'elle, la prenant par les épaules. « Non, Ellie, je n'ai pas changé d'avis. Je t'aime et je veux t'épouser. Mais je devais te prévenir de ce qui allait arriver. » De la cruauté dont cette ville peut faire preuve. Ellie s'appuya contre lui, sentant la tension quitter son corps. « J'y ai déjà été confrontée ce matin. À la boulangerie, Madame Parker m'a dit que j'allais déshonorer ton nom. Adam la serra plus fort. Elle n'a pas le droit de dire ça. Personne n'en a le droit. Mais, Ellie, je dois être honnête avec toi. Ce n'est que le début. Ce sera pire. Certaines personnes dans cette ville ne te pardonneront pas d'avoir osé t'élever au-dessus de ta condition. » Ellie s'écarta et le regarda dans les yeux. « Regrettes-tu ta demande? »« Pas une seconde, » répondit-il fermement. « Je regrette seulement de ne pas pouvoir te protéger de leur langue. Mais je veux que tu saches que si cela devient trop difficile, si tu veux partir, je comprendrai. » Ellie prit son visage entre ses mains. « Je ne partirai nulle part. Je n'abandonnerai pas. Pas après avoir enfin trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je tiendrai bon
si tu es à mes côtés. Adam l'embrassa, longuement, profondément, et dans ce baiser, il y avait la promesse qu'il ne la laisserait jamais partir. Les jours suivants furent une épreuve. Élie continua de travailler, de laver et raccommoder le linge, mais les commandes se firent plus rares. Certaines clientes reprirent leur linge, disant qu'elles avaient trouvé une autre blanchisseuse. Madame Connor fut l'une d'elles. Elle vint avec un visage froid et reprit toutes les affaires qu'elle la l'avait apportées à laver. « Monsieur Hollis peut faire ce qu'il veut, » dit-elle en partant. « Mais je ne peux pas approuver cette union. Ce n'est pas correct. Mary était une dame. Et vous... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Élie entendit le non-dit. « Et vous n'êtes pas une dame. Vous ne le serez jamais. » Ses revenus chutèrent presque à zéro. Élie compta l'argent qui lui restait et réalisa qu'il lui en resterait pour 1 mois tout au plus. Elle aurait pu demander de l'aide à Adam, mais sa fierté l'en empêchait. Elle ne l'épouserait pas pour son argent. Elle ne permettrait à personne, y compris à elle-même, de le penser. Le jeudi, M. Harper, le propriétaire du magasin au-dessus duquel elle louait sa chambre, vint la voir. « Mademoiselle Gray, je suis gêné de vous dire cela, mais ma femme insiste. Elle pense que votre présence ici nuit à la réputation de notre magasin. Les clientes se plaignent. Je suis obligé de vous demander de partir. Je vous donne 1 semaine pour trouver un nouveau logement. » Élie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait perdu ses clients, et maintenant, elle perdait son toit. Tout s'effondrait, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Quand Adam l'apprit le soir même, son visage s'assombrit de fureur. « Harper n'a pas le droit. Je vais lui parler. Je le forcerai à changer d'avis. »« Non, » l'arrêta Élie, « ça n'aidera pas. Ça ne fera qu'empirer les choses. Les gens diront que tu utilises ton influence pour me protéger, que je me cache derrière toi. Alors, qu'allons-nous faire ?» Élie resta silencieuse un moment, puis dit lentement, « Peut-être que je devrais partir. Pour un temps, jusqu'à ce que les choses se calment. »« Non. » Adam lui saisit les mains. « Tu ne partiras pas. Je ne les laisserai pas te chasser. Élie, viens vivre chez moi, dans ma maison. J'ai assez de chambres, tu peux occuper celle des invités. Madame Connor veillera aux convenances. » Élie secoua la tête. « Adam, cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Les gens diront... »« Je me fiche de ce que les gens diront !» explosa-t-il. « Je me fiche de leur opinion, de leur condamnation. La seule chose qui compte, c'est toi, ta sécurité, ton bien-être. Je ne te laisserai pas te retrouver à la rue parce que j'ai osé t'aimer. » Élie le regarda et des larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne s'était jamais battu pour elle comme Adam le faisait. Personne n'avait jamais placé son bien-être au-dessus de tout le reste. « D'accord, » murmura-t-elle, « je viens vivre chez toi, mais seulement jusqu'au mariage. Promets-moi que nous n'attendrons pas, que nous nous marierons le plus tôt possible. Promis, dans 2 semaines. Laisse-moi juste le temps de tout organiser. » Ils s'étreignirent, et Élie se permit de croire un instant que tout irait bien. L'emménagement dans la maison des Hollis provoqua une nouvelle vague de ragots. Maintenant, on disait ouvertement qu'Élie vivait avec Adam avant le mariage, que c'était un scandale, que les gens bien devaient les boycotter tous les deux. Mais la plus grande surprise pour Élie fut le comportement de Madame Connor. La gouvernante l'accueillit sur le seuil avec un visage de pierre. « Monsieur Hollis a insisté pour que je reste et continue de travailler. Mais sachez que je ne le fais que pour Benny. Ce garçon a déjà assez souffert. Il ne faut pas qu'il perde aussi sa gouvernante. » Élie hocha la tête, comprenant qu'il ne serait pas facile de gagner l'affection de cette femme. Benny, lui, était ravi. Il courait partout dans la maison, montrant à Élie chaque recoin, racontant des histoires sur ce qui s'était passé dans chaque pièce. Et le soir, quand elle le mit au lit, il la serra dans ses bras et murmura « Je suis si content que tu sois là, si content que tu deviennes ma maman.
Élie l'embrassa sur le front, sentant son cœur déborder d'amour pour ce garçon. « Je suis contente aussi, Béni. Si contente que tu m'aies amené à ton père ce jour-là. Ça a changé toute ma vie. » Quand Béni s'endormit, Élie descendit au salon, où Adam travaillait sur des papiers. Il leva la tête quand elle entra et sourit. Il s'est endormi? Oui, heureux et content. Adam posa ses papiers et lui tendit la main. Élie s'approcha et il l'attira sur ses genoux. Elle se blottit contre lui, respirant son odeur, sentant la chaleur de son corps. « Tu m'as manqué toute la journée, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Même quand tu es dans la même maison que moi, tu me manques. » Élie se tourna vers lui et lui toucha le visage. « Toi aussi tu me manques. Tu me manques même quand tu es là. Je voudrais être plus proche, mais je ne peux pas. Pas ici, pas maintenant. » Adam lui embrassa le cou, et ce contact de ses lèvres envoya une vague de chaleur dans tout son corps. « Encore 2 semaines, dit-il d'une voix rauque. Je ne sais pas comment je vais tenir ces 2 semaines. »« Nous tiendrons, » murmura Élie, bien qu'elle sentît elle-même le désir pulser dans chaque cellule de son corps. « Nous le devons, pour Béni, pour nous-mêmes. » Adam hocha la tête et la serra simplement dans ses bras, la tenant fort. Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, savourant la proximité qu'ils pouvaient s'offrir. 1 semaine plus tard, ce qu'Élie redoutait le plus arriva. Elle était dans le jardin, cueillant des pommes pour une tarte, quand une calèche s'arrêta devant la maison. Un homme d'une 50aine d'années en sortit, bien habillé, avec une expression hautaine. Une jeune femme le suivait, belle, élégante, dans une robe coûteuse. Élie reconnut l'homme, c'était Richard Morgan, l'un des hommes les plus riches de la région, propriétaire de plusieurs ranchs. La femme à ses côtés devait être sa fille. Adam sortit sur le perron, le visage méfiant. « Richard, je ne m'attendais pas à ta visite. »« Adam, il faut qu'on parle. Seul. » dit Morgan en jetant un regard éloquent à Élie. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant mademoiselle Gray. C'est ma fiancée. » Morgan pinça les lèvres. « C'est précisément pour ça que je suis là. Adam, je te connais depuis des années. Nous avons été partenaires, amis. Et je ne peux pas me taire en te voyant commettre une erreur. » « Et quelle erreur? Cette femme, cette blanchisseuse. »« Adam, tu ne peux pas l'épouser. Ça va ruiner ta réputation, tes affaires. Les gens cesseront de travailler avec toi. » Adam descendit les marches, sa voix se faisant plus froide. « Richard, ma vie privée ne te regarde pas. Elle me regarde quand elle affecte nos relations d'affaires. Adam, sois raisonnable. Si tu veux une femme, prends-la comme maîtresse. Mais ne l'épouse pas. Ne déshonore pas le nom des Hollis. » Élie sentit tout se contracter en elle d'humiliation et de rage. Elle voulait fuir, se cacher, mais se força à rester là. « Je ne la prendrai pas comme maîtresse, » dit Adam, la voix pleine de fureur. « Je vais l'épouser, parce que je l'aime. Et si cela doit ruiner nos relations d'affaires, qu'il en soit ainsi. Je survivrai sans ton argent, Richard, mais je ne survivrai pas sans elle. » Morgan rougit de colère. « Tu le regretteras, Hollis. Quand tu auras tout perdu, l'argent, la position, le respect, tu te souviendras de mes paroles. » Il tourna les talons et se dirigea vers sa calèche, mais sa fille s'attarda. Elle s'approcha d'Élie, et il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Il vous aime, » dit-elle doucement. « J'ai vu comment il vous regarde. Je n'ai jamais vu un homme regarder une femme de cette façon. Accrochez-vous à lui. Ne le laissez pas partir. » Elle partit, laissant Élie déconcertée. Adam s'approcha et la serra par derrière. « Tout ira bien. Morgan n'est qu'un vieux grincheux qui n'accepte pas que le monde change. » Mais Élie entendait la tension dans sa voix. Elle entendait l'inquiétude qu'il essayait de cacher. La visite de Morgan n'était pas un simple incident désagréable. C'était un avertissement. Leur union menaçait réellement les affaires d'Adam.
sa position dans la société. Le soir, quand ils furent seuls, Élie aborda le sujet. Et Adam, et si Morgan avait raison? Et si tu perdais vraiment tout à cause de moi? Adam se tourna vers elle et prit son visage entre ses mains. Élie, écoute-moi bien. Je peux perdre de l'argent, je peux perdre mes affaires, je peux perdre le respect de ces maudits snobs, mais si je te perds, je perds tout ce qui compte vraiment. Tu me donnes une raison de me lever le matin, tu me rends meilleur, tu m'as se ramener à la vie, et allez, aucun argent au monde ne vaut ça. Élie se blottit contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soleil se couchait. 3 jours avant le mariage, un événement inattendu se produisit. Madame Connor frappa à la porte de la chambre d'Élie et demanda la permission d'entrer. Quand Élie ouvrit, la gouvernante se tenait sur le seuil, l'air embarrassé. « Mademoiselle Gray, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, entrez. » Madame Connor entra dans la chambre et s'assit sur le bord d'une chaise. Elle resta silencieuse, comme si elle cherchait ses mots. « Je veux m'excuser, » dit-elle enfin. « Pour la façon dont je me suis comportée avec vous, pour ma froideur, ma condamnation, ce n'était pas juste. » Élie s'assit en face d'elle, surprise. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» La gouvernante soupira. « Benny, ce garçon a changé depuis que vous êtes entré dans sa vie. Il sourit de nouveau, il rit, il raconte des histoires. Et Monsieur Hollis, je travaille dans cette maison depuis 10 ans. Je l'ai vu souffrir après la mort de Mary. Je l'ai vu se renfermer, travailler jusqu'à l'épuisement, oublier son fils. Mais depuis que vous êtes là, il a changé. Il est de nouveau vivant. Et j'ai compris que j'avais eu tort de vous juger. Vous les rendez heureux. Et c'est plus important que toutes les conventions. » Élie sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Madame Connor se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Et Mary était une femme bonne, douce, tendre, mais elle n'était pas forte. Quand les choses sont devenues difficiles pour elle, elle a baissé les bras. Mais vous vous battez. Pour vous, pour cette famille, pour votre droit au bonheur. C'est digne de respect, mademoiselle Gray, et je serai heureuse de vous servir lorsque vous deviendrez madame Hollis. Elle partit, laissant Élie seule avec ses pensées. Pour la première fois depuis ces semaines difficiles, Élie sentit l'espoir renaître. Peut-être que tout le monde n'était pas contre eux. Peut-être qu'il y avait des gens qui verraient la vérité et l'accepteraient. La nuit précédant le mariage, Élie ne parvenait pas à dormir. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, et pensait à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Comment un garçon avait frappé à sa porte avec une chemise déchirée. Comment il l'avait conduite à son père. Comment, progressivement, lentement, quelque chose de plus que de l'amitié, avait grandi entre Adam et elle. Elle pensait au lendemain. Au fait qu'elle deviendrait Madame Hollis, qu'elle vivrait dans cette grande maison, élèverait Benny, construirait une nouvelle vie. Et cette pensée la réjouissait et l'effrayait à la fois. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle se leva et ouvrit. Sur le seuil se tenait Adam, en chemise de nuit et pantalon, les cheveux en désordre. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il. « Je savais que tu ne dormais pas non plus. » Élie s'écarta pour le laisser entrer. Adam entra et ferma la porte derrière lui. Il se tenait dans la pénombre, éclairé seulement par le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. « Demain, tout changera, » murmura Élie. « Je deviendrai ta femme. »« Tu es déjà mienne, » répondit Adam en s'approchant. « Depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois, depuis le moment où tu m'as regardé sans avoir peur. » Il lui toucha le visage, passa ses doigts sur sa joue, sur ses lèvres. Élie ferma les yeux, savourant sa caresse. « Adam, tu dois partir. »« Si quelqu'un apprend que tu étais ici cette nuit, ça m'est égal, » murmura-t-il en se penchant vers elle. « Demain, tu seras ma femme. Et ce soir, je veux juste être près de toi. » Ils s'embrassèrent longuement, lentement, et dans ces baisers, il y avait tout, l'amour, le désir, la promesse.
Puis Adam la serra dans ses bras et la tint simplement, jusqu'à ce que les premiers rayons de l'aube commencent à percer à travers la fenêtre. « Il faut que j'y aille, » dit-il d'une voix rauque. « Mais ce soir, tu seras dans mes bras pour le reste de nos jours. » Elle y sourit. « J'attendrai. » Quand il fut parti, elle se recoucha et s'endormit enfin, et elle rêva de l'avenir qui commencerait dans quelques heures. Le matin du mariage commença par l'irruption de Benny dans la chambre d'Élie, tenant une petite boîte dans ses mains. « Élie, Élie, réveille-toi, je t'ai apporté quelque chose. » Élie s'assit dans son lit, se frottant les yeux. Le garçon sauta sur le lit et lui tendit la boîte. « C'était à ma mère. Papa a dit qu'elle aurait voulu que tu le portes aujourd'hui. » Élie ouvrit la boîte et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une fine chaîne en or avec un petit pendentif en forme de cœur. Un bijou simple mais élégant. « Benny, je ne peux pas. »« Si tu peux, » dit sérieusement le garçon. « Papa dit que maman aurait été contente, qu'elle aurait voulu que j'aie de nouveau une maman qui m'aime. Et tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Élie le serra contre elle et le serra fort dans ses bras. « Je t'aime, Benny, je t'aime tellement. Tu es devenu mon fils le jour où tu as frappé à ma porte avec ta chemise déchirée. » Le garçon la serra en retour, et ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Madame Connor frappe à la porte, leur rappelant qu'il était temps de se préparer. Le mariage devait avoir lieu dans la petite église de Cedar Falls à 2h. Thérèse de l'après-midi. Élie revêtit une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même pendant ces 2 semaines. Elle était modeste, sans fioriture, mais belle. Madame Davenport vint l'aider avec sa coiffure et son maquillage. Et quand elle eut terminé, Élie se regarda dans le miroir et vit une mariée, une vraie mariée, qui allait épouser l'homme qu'elle aimait. Quand la calèche l'amena à l'église, Élie vit qu'une foule s'était rassemblée devant l'entrée. Toute la ville était venue assister au mariage, certains par curiosité, d'autres pour condamner, d'autres par joie sincère. Élie descendit de la calèche, et un murmure parcourut la foule. Elle garda la tête haute, ignorant les regards. Sa main reposait sur le bras de M. Stanford, le partenaire commercial d'Adam, qui avait accepté de la conduire à l'hôtel en remplacement de son père. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Prête ?» répondit Élie, bien que son cœur battît si fort qu'elle craignait qu'il ne s'arrache de sa poitrine. Les portes de l'église s'ouvrirent et Élie entra. L'église était pleine de monde, certains assis, d'autres debout le long des murs. Tous se tournèrent pour la regarder. Mais Élie ne voyait qu'une seule personne. Adam se tenait près de l'autel en costume noir, chemise blanche et cravate. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé. Il était beau, fort, et quand son regard croisa le sien, un sourire apparut sur son visage. Un sourire si chaleureux, si plein d'amour, qu'Élie en eut le souffle coupé. Elle remonta l'allée lentement, sentant des dizaines de regards sur elle, mais sans y prêter attention. La seule chose qui comptait était l'homme qui l'attendait à l'hôtel, l'homme qui l'avait choisi, malgré tout. Quand elle arriva, Adam lui prit la main, et ses doigts serrèrent sa paume si fort, comme s'il avait peur de la lâcher. « Tu es magnifique », murmura-t-il, et des larmes brillaient dans ses yeux. Le prêtre commença la cérémonie, et Élie écouta les mots qui les uniraient pour toujours. Quand vint le moment de prononcer les vœux, Adam se tourna vers elle et parla, sa voix tremblant d'émotion. « Élisabeth, le jour où Benny t'a amené à moi, j'étais mort à l'intérieur. Je vivais, mais je ne ressentais rien. Je travaillais, mais je n'y voyais aucun sens. Et puis tu es apparu. Tu m'as montré que la vie pouvait être plus qu'une simple survie. Tu m'as réappris à aimer, à espérer, à croire de nouveau au bonheur. Je jure de t'aimer chaque jour de ma vie, de te protéger, de prendre soin de toi, d'être à tes côtés dans la joie et dans la peine. Tu es mon cœur, Élie, et je suis à toi pour toujours. » Élie sentit les larmes couler sur ses joues, mais sa voix était ferme quand elle commença ses propres vœux. « Adam,
Quand j'ai perdu mon mari, je pensais que ma vie était finie, que j'étais condamné à la solitude et à la lutte pour survivre. Mais un garçon avec une chemise déchirée a frappé à ma porte, et il a tout changé. Tu m'as donné une famille quand je n'avais personne. Tu m'as donné l'amour quand je pensais ne pas en être digne. Tu t'es battu pour moi quand le monde entier était contre nous. Je jure d'être ta femme, la mère de ton fils, ta partenaire en tout. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es ma maison, Adam, et je suis à toi pour toujours. Le prêtre sourit. Je vous déclare, mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Adam attira Élie contre lui et l'embrassa, longuement, passionnément, sans se soucier des personnes présentes. C'était un baiser de promesse, un baiser d'amour, le début d'une nouvelle vie. Quand ils se séparèrent enfin, l'église explosa en applaudissements. Tout le monde n'applaudissait pas. Élie vit quelques femmes assises, avec des visages de pierre. Elle vit Richard Morgan se lever ostensiblement et sortir. Mais la plupart des gens applaudissaient, et dans ces applaudissements, il y avait de l'acceptation. La ville commençait à accepter leur union. La réception eut lieu à la maison des Hollis. Adam avait insisté pour une grande fête, invitant tous ceux qui étaient venus à l'église. La table croulait sous la nourriture. Des musiciens jouaient des airs joyeux. Et les gens dansaient, riaient, félicitaient les jeunes mariés. Élie tourbillonnait dans une valse avec Adam, et il la tenait comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Sa main sur sa taille était forte et sûre. Son regard ne quittait pas son visage. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « À la chance que j'ai. Au fait que dans quelques heures, tous ces gens seront partis, et tu ne seras qu'à moi. » Le ton de sa voix fit frissonner Élie. Elle voyait dans ses yeux une faim, un désir à peine contenu, et sentit un feu réciproque s'allumer en elle. « Adam, murmura-t-elle, j'ai hâte, moi aussi. » Il la serra plus près, et ils continuèrent à danser, deux corps se mouvant comme un seul. Béni courait entre les invités, heureux et excité. Il s'approcha d'Élie quand la danse se termina, et lui tira la main. « Élie, non, maintenant tu es maman. Est-ce que je peux t'appeler maman ?» Élie s'accroupit pour être à sa hauteur. « Bien sûr que tu peux, mon chéri. Je serais heureuse que tu m'appelles maman. » Béni la serra si fort qu'il faillit la faire tomber. « J'ai attendu ce jour si longtemps. J'ai voulu si longtemps avoir de nouveau une maman. Et te voilà, tu es là, et tu ne partiras plus, n'est-ce pas? Je ne partirai plus. » Promit Élie en l'embrassant sur le sommet du crâne. Promis. Vers le soir, les invités commencèrent à partir. Madame Davenport s'approcha d'Élie avant de partir et lui serra la main. « Vous avez bien fait de l'épouser. Cet homme avait besoin de quelqu'un pour le ramener à la vie, et vous l'avez fait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, Madame Hollis. » Madame Hollis, Élie n'arrivait toujours pas à s'habituer à ce nom. Mais il sonnait juste. Il sonnait comme un foyer. Quand le dernier invité fut parti, Madame Connor emmena Béni se coucher, malgré ses protestations. Élie et Adam se retrouvèrent seuls dans le grand salon. Les bougies brûlaient encore, la musique s'était tue, et le silence régnait dans la maison. Adam s'approcha d'Élie et lui prit la main. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il la conduisit à l'étage, dans sa chambre. Élie n'y était jamais entrée, et quand ils entrèrent, elle s'arrêta sur le seuil. La pièce était grande, avec un immense lit, une fenêtre donnant sur le jardin, une cheminée où un feu brûlait déjà. Sur la table de chevet, il y avait un vase de roses et des pétales étaient éparpillés sur le couvre-lit. Et Adam, c'est... « Je voulais que notre première nuit soit spéciale, » dit-il en s'approchant par derrière et en l'enlaçant par la taille. « Je voulais que tu t'en souviennes, Chan, pour toujours. » Élie se tourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. Il y avait tant d'amour, tant de désir, qu'elle en eut le souffle coupé.
Je m'en souviendrai pour toujours de toute façon. Parce que c'est la première nuit de ma nouvelle vie, une vie avec toi. » Adam se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser chaste qu'ils s'étaient échangé en public. C'était le baiser d'un homme qui pouvait enfin montrer à sa femme toute la profondeur de son désir. Ses lèvres étaient exigeantes, ses mains glissaient sur son dos, défaisant les boutons de sa robe. Élie répondit avec la même passion. Ses doigts déboutonnaient sa chemise, touchaient sa poitrine, sentant la chaleur de sa peau, le battement de son cœur sous sa paume. Ils se dirigèrent envers le lit, sans se quitter, se débarrassant de leurs vêtements, les laissant sur le sol. Quand ils furent enfin sur le lit, Adam s'arrêta et la regarda. Son regard parcourut lentement son corps, ses épaules, sa poitrine, sa taille, ses hanches, et dans ce regard, il y avait une telle admiration qu'Élie cessa d'avoir honte de sa nudité. « Tu es magnifique », murmura-t-il d'une voix rauque. « Si magnifique que parfois, j'ai du mal à croire que tu es réelle. » Élie l'attira contre elle. « Je suis réelle, je suis là, et je suis à toi. » Ce qui suivit fut lent et tendre. Adam la touchait comme si elle était fragile, comme s'il avait peur de lui faire mal. Chaque caresse était pleine d'attention, chaque baiser plein d'amour. Élie se fondait dans ses bras, sentant son corps répondre à chaque mouvement, sentant un feu qu'elle avait si longtemps réprimé s'allumer en elle. Ensuite, ils restèrent enlacés, couverts de pétales de rose, éclairés par la lueur de la cheminée. Adam lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le front, les joues, les lèvres. « Je t'aime, » murmurait-il. « Je t'aime tellement. Je ne sais pas comment je vivais avant toi. » Élie se serra plus près de lui. « Et moi aussi je t'aime. Tu m'as sauvé, Adam. Tu m'as donné un foyer, une famille, de l'amour. Tu m'as tout donné. »« Non, » objecta-t-il. « C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as ramené à la vie. » Ils restèrent ainsi longtemps, savourant simplement leur proximité, la chaleur de l'un et l'autre. Et dehors, la nuit tombait, recouvrant Cedar Falls de silence et de paix. 3 mois passèrent. L'hiver s'installa à Cedar Falls, apportant avec lui la neige et le froid. Mais dans la maison des Hollis, il faisait chaud et douillet. Élie se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant Adam et Benny construire un bonhomme de neige dans la cour. Le garçon riait en lançant des boules de neige à son père, et Adam l'attrapait et le faisait tournoyer dans les airs. La scène était si paisible, si pleine d'amour que le cœur d'Élie se serra de bonheur. En ces quelques mois, beaucoup de choses avaient changé. La ville avait progressivement accepté leur mariage. Bien sûr, il y avait encore ceux qui chuchotaient et condamnaient, mais la plupart des gens s'étaient résignés. Élie s'était montrée une épouse digne, une bonne mère pour Benny, et cela avait fait taire même les critiques les plus virulents. Les affaires d'Adam n'avaient pas souffert, malgré les menaces de Richard Morgan. Au contraire, certains clients, impressionnés par la façon dont Adam avait défendu son choix, commencèrent à travailler plus volontiers avec lui. Monsieur Stanford apporta de nouveaux contrats de San Francisco et la scierie prospérait. Mais le plus important, c'est qu'ils étaient heureux, vraiment heureux. Élie se réveillait chaque matin dans les bras de l'homme qu'elle aimait, déjeunait en famille, passait ses journées à s'occuper de la maison et de Benny. C'était la vie dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru pouvoir obtenir. La porte de la cuisine s'ouvrit et Adam entra, secouant la neige de ses épaules. Benny le suivit en courant, les joues roses de froid. « Maman, maman !» criait le garçon. « On a construit le plus grand bonhomme de neige de tous Cedar Falls. Viens voir. » Élie sourit en l'entendant l'appeler maman. Ce mot remplissait encore son cœur de chaleur à chaque fois. « Bien sûr que je viens. Laisse-moi juste mettre mon châle. » Quand Benny courut dans sa chambre pour se changer, Adam s'approcha d'Élie et la serra par derrière, posant ses mains sur son ventre. Elle recouvrit ses mains des siennes et s'appuya contre lui. « J'ai parlé au docteur Harrison hier, » dit-il doucement.
quand tu m'as demandé de l'inviter à dîner. Tu voulais qu'il t'examine, n'est-ce pas? Élie se figea. Elle avait l'intention de le lui dire elle-même, mais ne savait pas comment. Elle ne savait pas comment il réagirait. « Oui, murmura-t-elle. Et il a confirmé ce que je soupçonnais. Et Adam la fit pivoter vers lui, et ses yeux trahissaient un mélange d'espoir et de peur. « Élie, tu es... » « Je suis enceinte, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Nous allons avoir un bébé, Adam, notre bébé. Sur le visage d'Adam, toutes les émotions se bousculèrent. La joie, l'émerveillement, la peur, l'amour. Il l'attira contre lui et la serra si fort qu'elle le sentit trembler. « Nous allons avoir un bébé, répéta-t-il, la voix brisée. Élie, je ne sais pas quoi dire. Je suis si heureux, si heureuse et si effrayée à la fois. » Élie comprenait sa peur. Après la mort de Mary en couche, l'idée d'un nouvel enfant devait l'effrayer. Mais elle voyait aussi la joie dans ses yeux, l'espoir d'un nouveau départ. « Tout ira bien, dit-elle en l'embrassant. Nous y arriverons, ensemble. » Adam pressa son front contre le sien. « Ensemble, répéta-t-il, toujours ensemble. » Ce soir-là, une fois Béni couché, Élie et Adam étaient assis sur le canapé du salon devant la cheminée. Elle était allongée, la tête sur ses genoux, et il lui caressait les cheveux. « Tu te souviens du jour où Béni m'a amené à toi ?» demanda doucement Élie. « Comment pourrais-je l'oublier? J'ai été si grossier, si froid. Je pensais que tu étais une aventurière qui essayait d'utiliser mon fils. » Élie eut un petit rire. « Et moi, je pensais que tu étais un riche arrogant qui me considérait comme inférieur. » « Et nous avions tous les deux tort, » dit Adam avec un sourire. « Tu t'es révélée être la femme la plus forte, la plus honnête, la plus incroyable que j'aie jamais rencontrée. Et moi, j'espère que je suis devenu meilleur que je ne l'étais alors. » Élie se tourna et le regarda. « Tu n'es pas devenu meilleur. Tu m'as simplement laissé voir l'homme que tu as toujours été. Bon, aimant, capable de sentiments profonds. Tu le cachais simplement sous un masque de froideur, parce que tu avais peur de souffrir à nouveau. » Et Adam se pencha et l'embrassa. « Merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battu pour nous quand toute la ville était contre, de m'aimer, moi et mon fils, de m'avoir donné une seconde vie. Merci à toi, répondit Élie, d'avoir vu en moi plus qu'une simple blanchisseuse, de m'avoir donné un foyer, de m'avoir aimé tel que je suis. » Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, écoutant le crépitement des bûches dans la cheminée. Dehors, la neige tombait, recouvrant le monde d'un manteau blanc, et à l'intérieur de la maison, il faisait chaud, douillet, sûr. Élie pensait à la façon dont sa vie avait changé en quelques mois. De la blanchisseuse solitaire vivant dans une chambre au-dessus d'un magasin, elle était devenue l'épouse d'un homme respecté, la mère d'un garçon merveilleux, la future mère d'un autre enfant. C'était comme un rêve, mais c'était la réalité. « À quoi penses-tu » demanda Adam en lui caressant la joue. « Au jour où ce garçon est venu me voir avec sa chemise déchirée. Au fait qu'il m'a conduite à toi en disant « Voilà, c'est elle », à ce moment qui a tout changé. » Adam sourit. Béni a toujours été plus malin que nous deux. Il a vu ce que nous ne pouvions pas voir nous-mêmes. Il a vu que nous avions besoin l'un de l'autre. « Oui, » acquiesça Élie. « Et il avait raison. Nous avons besoin l'un de l'autre. Toi, moi, Béni, et bientôt une autre petite personne. Nous sommes une famille. »« Une famille, » répéta Adam, et il y avait une telle tendresse dans sa voix. « Ma famille. » Ils s'embrassèrent de nouveau, et dans ce baiser, il y avait la promesse de toutes les années qu'ils passeraient ensemble, de toutes les joies et les épreuves qui les attendaient, de tout l'amour qui les réchaufferait, les jours de froid, et les éclairerait les nuits sombres. Quelque part à l'étage, Béni dormait, blotti sous une couverture chaude, un sourire aux lèvres. Le garçon qui avait abordé une femme seule et changé le destin de 3 personnes. Et dehors, la neige continuait de tomber,
recouvrant Cedar Falls d'un manteau blanc. Et dans cette chute de neige, il y avait l'espoir d'un nouveau départ, de nouvelles histoires, d'une nouvelle vie. Une vie qui ne faisait que commencer.